Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer. Je suis Justine Mandroux, responsable prévention à la Mutualité française Occitanie, et je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne aux multiples thématiques. Pour cette séance, donc, nous avons prévu de vous présenter l'action Analyser et comprendre sa prise de sang. Régine, bonjour. Je te remercie d'avance pour ton intervention. Bonsoir, bonsoir à toutes, et à tous. Donc je suis ravie de vous présenter, cette présentation sur l'analyse et de la prise de sang et comme l'a bien, précisé Justine, nous avons travaillé avec 2 collègues qui sont infirmières et donc je resterai dans mon champ de compétences et je vais juste partager quelques savoirs, quelques connaissances, en fait, pour qu'on soit plus à l'aise pour poser des questions et connaître ce qu'il y a dans les éléments principaux lorsqu'on fait une prise de sang. Alors, je vous propose d'abord de voir qu'est-ce qui est dans la prise de sang, la formule numération sanguine, la FNS, ou ça peut être mis NFS. Dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours la formule numération sanguine. On va voir le fer, la ferritine, les éléments qui indiquent qu'il y a une inflammation, le ionogramme, ce sont tous les électrolytes, les lipides, les glucides, quelques fonctions quand elles sont atteintes, que ce soit la fonction hépatique, rénale ou cardiaque, quels sont les premiers éléments que l'on cherche dans le sang pour savoir si ces fonctions ont été atteintes. Après, on verra rapidement les hormones et puis les infections, sexuellement transmissibles, appelées auparavant MST. Je vous dirai aussi, l'interprétation des résultats, comment on en prend compte, les facteurs qui les influencent et une petite conclusion. Donc on reste vraiment dans le champ, prévention et promotion de la santé, qui est maintenant, mon métier, depuis une douzaine d'années. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la prise de sang? La prise de sang qui, vous le verrez en abrégé des fois prescrite par les médecins. Donc c'est une procédure médicale. Le médecin décide de vous prescrire une prise de sang. C'est assez courant, ça permet de prélever un échantillon de sang afin d'analyser différents paramètres biologiques. Les analyses sanguines fournissent des informations qui vont être cruciales sur l'état de santé et notamment comment fonctionnent nos organes, les taux hormonaux, l'équilibre électrolytique, ça c'est tout ce qui est ion, et bien plus encore. Donc en 3/4 d'heure de temps, on n'a pas le temps de tout aborder et de vraiment rentrer dans la médecine voilà, approfondie. Alors, avant une prise de sang, on vous demande quelquefois d'être à jeun. Pourquoi? D'abord, pour avoir des mesures précises, des paramètres sanguins, comme par exemple la glycémie, qui est le taux de sucre, les lipides, que ce soit le cholestérol ou les triglycérides, et les hormones. Ça, ce sont des éléments qui sont mesurés et qui doivent être très précis. Donc, si on a mangé, effectivement, la glycémie, elle va varier en fonction du repas que l'on a pris. Donc, on vous demande, dans ce cas-là, si on veut faire une glycémie, d'être à jeun. Ça se comprend. C'est la même chose pour les lipides et les hormones. Ensuite, justement, ça renforce, et c'est ce qui vient un petit peu d'être abordé, de faire cette prise de sang à jeun, ça renforce le fait que, on va toujours, avoir, des résultats qui vont être corrects parce qu'on l'a fait dans cette condition de jeûne. Les normes de référence qui ont été établies aussi, elles prennent en compte la condition de être à jeun. Et ensuite, ça permet de prévenir les erreurs diagnostiques. Un résultat peut être mal interprété si la prise de sang n'est pas à jeun. Vous trouvez des taux élevés alors qu'ils sont dus peut-être à un repas lié à un repas pris précédemment. Alors cependant, à savoir que euh, on n'est pas pour tous les examens obligé d'être à jeun. Et ça va être le professionnel qui vous prescrit la prise de sang, qui va vous dire: «Ben là, ce n'est pas nécessaire d'être à jeun, donc vous pouvez prendre votre repas
le soir avant et le matin et aller au laboratoire dans ces conditions. Donc toujours, suivre ce que dit, le médecin quand il va vous faire la prescription de la prise de sang. Voilà, mais pensez quand même, si vous avez pris quelque chose, de le signaler. Comme ça permettra, de dire que les conditions de jeûne n'ont pas été respectées ou peut-être de différer la prise de sang. Donc, je vous ai mis aussi la possibilité, si vous avez une appréhension ou si c'est pour des enfants jeunes, d'aller voir, une vidéo ou peut-être, une bande dessinée ou, un petit fascicule sur facile à lire, à comprendre qui, va permettre de démystifier cette prise de sang. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui va être fait, comment ça va se dérouler, avec différents supports, que ce soit bande dessinée ou vidéo ou un petit fascicule qui est, très, très simple et qui permet de démystifier cette, prise de sang. Ça se fait aussi si vous avez, l'appréhension, d'aller vous faire prélever, c'est bien aussi de le signaler, à la personne quand vous arrivez qui va vous prélever et c'est aussi, bien de s'y préparer. Peut-être faire une séance, de relaxation avant d'aller faire cette prise de sang, qui va un petit peu, faire descendre, le stress et favoriser, une prise de sang, plus tranquillement. Voilà, donc la chaîne, c'est Santé BD et sinon, c'est, sur le fascicule, facile à lire et à comprendre qu'on appelle Falk. Ensuite, je vais vous donner quelques recommandations et conseils pour être prêt pour cette prise de sang. Ben, on va toujours penser à prendre, sa carte vitale, elle va forcément nous être demandée. Donc pour bien vérifier que c'est la bonne personne qui correspond à la bonne prescription, le bon nom, la date de naissance. On va vous demander d'autres éléments comme, votre adresse mail peut-être pour vous envoyer les résultats et la prescription. Parce que c'est bien de savoir que c'est bien pour vous et on met les 2 éléments ensemble. La prescription et les éléments qu'on vous prend. Ensuite, avant le rendez-vous, il est fortement conseillé de ne pas fumer et de ne pas pratiquer d'activité physique intense. Ça va avoir ça va entraîner des modifications, dans le bilan. Il faut aussi que vous, pensiez systématiquement à mentionner les traitements que vous prenez, avec ou sans ordonnance, à celui qui vous prescrit l'analyse et à celui qui vous prélève. Là aussi, ça permet, si vous l'avez dit 2 fois, peut-être de prendre en compte tous les éléments. Si, au médecin, vous avez oublié un médicament, mais peut-être que le préleveur, vous lui direz et du coup, on aura la liste complète des médicaments pris. Et c'est pourquoi qu'on vous demande ça, parce qu'il y a certains et de nombreux médicaments qui influencent, les résultats de la prise de sang et il y a aussi à ne pas oublier de dire si vous prenez des compléments alimentaires. Et autre chose qui est important, et qui est bien à savoir, c'est que vous pouvez faire la prise de sang à votre domicile. Si jamais vous avez, je sais pas, à doser et que vous avez un plâtre, c'est toujours intéressant d'avoir une infirmière qui vient plutôt que vous demandiez à quelqu'un qui vous accompagne et cetera. C'est assez lourd et là, c'est un cas où on peut vous faire une prescription, pour une infirmière qui viendra vous prélever directement à domicile. Pensez-y, parce qu'il y a plein de circonstances où l'infirmière à domicile peut venir, chez vous pour faire ce prélèvement. Voilà, ça c'était mes petits conseils. Alors maintenant, on va rentrer, dans les composants, de la prise de sang. Donc tout d'abord, je Mais pense que vous le savez, mais je vais reprendre. oui, Ça pardon. va? Oui, Avant, j'aurais une petite question je qui a été t'écoute. posée. Donc, est-ce que pour rester dans l'introduction, par exemple, à partir de 65 ans, est-ce qu'on a un rythme à respecter pour faire des prises de sang? Ah, j'ai la réponse, mais en fin du diaporama. Donc, est-ce que la personne peut attendre? Voilà, je vous dirai quelle est la recommandation. D'accord? Mais ça y est, dans le diaporama, donc je répondrai. C'est parfait, merci. Alors, le sang est composé, donc la composition du sang, globules rouges, plasma, plaquettes et globules blancs.
Ce sont les éléments principaux qui circulent dans notre sang. Donc, pour dénombrer et analyser ces différentes cellules, le globule rouge, les plaquettes et les globules blancs, on fait une formule numération sanguine ou donc FNS ou NFS, voilà, ou hémogramme, voilà, c'est la même chose. C'est différents noms, mais c'est pour dire la même chose. Alors, dans un hémogramme ou dans une formule numération sanguine, on a les globules rouges qui sont aussi appelés, alors là, il y a des subtilités et on ne peut pas rentrer, mais je vous donne les différents noms. Ça peut s'appeler aussi érythrocyte ou hématie. Ça, c'est la même chose. Ces cellules et les globules rouges, elles sont spécialisées dans le transport de l'oxygène et elles renferment l'hémoglobine. C'est une protéine qu'il y a dans le globule rouge qui fixe l'oxygène après être passé dans les poumons. Alors, les globules rouges, les normes, c'est pour la femme 4 à 5 millions de globules rouges par microlitre de sang. Et l'homme, c'est un tout petit peu plus, c'est 4,5 à 5,5 millions de globules rouges par microlitre de sang. Alors, les globules rouges, ben, on va les étudier plus spécifiquement. On va vouloir connaître leur volume moyen. C'est le volume globulaire globule, hein. Ça, c'est érythrocyte ou globule rouge. Donc, c'est une espèce de sphère, hein, un globule, hein. Donc, le volume globulaire moyen, ça indique la taille des globules rouges, combien ils mesurent. L'hématocrite, là aussi c'est un abrégé, c'est HT ou HTE ou HCT. C'est le volume occupé par les globules rouges en pourcentage par rapport au volume total du sang, donc tout confondu, les globules plus le plasma, ce qu'on vient de définir tout à l'heure. Il diminue, hein, cet hématocrite qui est en pourcentage en cas d'anémie et il augmente quand on est déshydraté. Donc ça, c'est les deux éléments importants par rapport à l'hématocrite. Et la norme, c'est entre 35 et 50% chez la femme et entre 40 et 55% chez l'homme. Ensuite, on a les réticulocytes. Ce sont les nouveaux globules rouges qui sont produits. Les globules sont produits par la moelle épinière et on peut doser, on peut connaître ce taux de réticulocytes qui va nous dire en fait dans quel état est la production par la moelle épinière de ce réticulocyte. Donc ça donne une indication de comment fonctionne notre moelle épinière. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus approfondi, c'est pour voir la régénération en fait de nos globules rouges. Alors, on ne fait pas que regarder le nombre, hein, on analyse aussi le taux d'hémoglobine. Alors, chez la femme, il est entre 12 et 16 grammes par décilitre, tandis que chez l'homme, il est un tout petit peu plus élevé, il est de 13 à 18 grammes par décilitre. Et il tombe à 10,5 grammes par décilitre au moment de la grossesse. Et ce taux d'hémoglobine, vous en doutez, donc moins de globules rouges lors d'une anémie, donc ce taux diminue aussi, le taux d'hémoglobine diminue en cas d'anémie. On a aussi, alors là, c'est vraiment le détail des globules rouges, c'est la concentration corpusculaire au globulaire, le CCMH ou le CGMH, moyenne en hémoglobine. C'est la concentration moyenne, c'est-à-dire la masse d'hémoglobine contenue dans un certain volume de globules rouges. Et on le met en rapport avec le taux d'hémoglobine. Donc, il est exprimé en grammes pour 100 millilitres et il diminue en cas de manque de fer ou une pathologie inflammatoire. Ensuite, on a la teneur corpusculaire ou globulaire moyenne en hémoglobine. C'est la quantité moyenne d'hémoglobine contenue dans un globule rouge et il se calcule en divisant la concentration d'hémoglobine dans le sang par le nombre de globules rouges. Bon, ça, je vous le laisserai voilà, c'est souvent dosé, donc c'est important de voir les abréviations et de le relire, mais c'est vraiment quand même un petit détail, mais c'est important de savoir qu'on cherche
ben, la concentration et la teneur en hémoglobine dans les globules rouges. Alors, quand, je vous ai dit, la pathologie la plus grave, en fait, qui va commencer à nous inquiéter, c'est l'anémie. Et l'anémie, elle va s'associer à des signes, donc bien sûr dans le bilan, mais aussi des signes extérieurs où la personne va commencer à être pâle, fatiguée, avoir des vertiges, des étourdissements, des difficultés à se concentrer et un manque de motivation. Donc vous voyez, c'est pas caractéristique et souvent, en fait, on va, ça c'est pour dire qu'on va mettre le résultat de la prise de sang avec les symptômes que ressent la personne. Donc voilà pour les globules rouges. Après les globules rouges, je vais parler des plaquettes. Les plaquettes ou on les appelle aussi les thrombocytes. Ils jouent un rôle, peut-être que vous le savez, dans la coagulation et plus particulièrement dans la création de caillots. Quand on se coupe, ben, ça va être nos plaquettes qui vont venir au niveau de la brèche s'agglomérer pour nous aider à stopper le saignement, voire plus à stopper l'hémorragie, hein, s'il y a une grosse plaie. Donc les plaquettes sont là pour réagir et pour mettre en place la coagulation. Alors, le faible taux de plaquettes, ça peut être le signe d'une infection ou le dysfonctionnement de notre système de coagulation. Et donc, si notre système de coagulation dysfonctionne, on a plus de risques d'avoir des saignements, et notamment des saignements de nez ou l'apparition de bleus. Donc ça, c'est le signe d'un trouble d'un manque de plaquettes. À l'inverse, si les plaquettes sont élevées, eh ben, les caillots vont se former plus facilement dans nos vaisseaux, ce qu'on appelle la thrombose. Et ça peut en fait boucher, comme j'ai mis sur l'image, un vaisseau, et ce qu'on appelle un thrombus, et ça va être responsable de pathologies plus importantes. Et là aussi, il y aura des examens complémentaires pour voir, pour localiser ce caillot, et puis aider à la coagulation, donc des traitements qui vont permettre de rentrer dans le système de la coagulation et de le faire mieux fonctionner. Après, donc les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs ou les leucocytes. Donc ces globules blancs, ils jouent un rôle dans la défense de l'organisme contre les micro-organismes infectieux et les substances étrangères. Donc cette défense de l'organisme contre l'infection et les substances étrangères, ça s'appelle le système immunitaire. Alors pour que ces défenses immunitaires soient efficaces, il faut un nombre adéquat de globules blancs et il faut que ces globules blancs soient informés qu'il y a la présence de micro-organismes infectieux ou de substances étrangères. À ce moment-là, donc, ils sont informés et ils vont se diriger, aller sur site et détruire le micro-organisme qui est responsable de l'infection ou de l'allergie, par exemple. Alors, leur nombre de globules blancs est exprimé en milliers par microlitre de sang. Et dans les globules blancs, on distingue les polynucléaires, il y en a 3 sortes, éosinophiles, basophiles et neutrophiles. Il y a après les polynucléaires, les lymphocytes et les monocytes. Donc en tout, on en a 5 catégories, mais en réalité 3, puisque les polynucléaires sont éosinophiles, basophiles et neutrophiles. Le nombre total se situe entre 4000 et 11 000 cellules par microlitre. Donc, on peut déterminer par des tests de laboratoire la proportion dans un volume de sang donné de chacun des 5 principaux types de globules blancs, ainsi que le nombre de chaque type de cellules. Voilà, je vous ai mis globules blancs, on pense virus, bactéries, allergies. Dans les globules blancs, donc les polynucléaires neutrophiles, j'ai mis un peu leur spécificité, comment ils se développent, combien il y en a plus et comment ils attaquent en fait le problème. Donc les polynucléaires neutrophiles vont augmenter en cas d'infection bactérienne. Par exemple, tout ce qui est pneumonie bactérienne. Donc là, ça va être nos polynucléaires qui s'agitent et qui se mettent en nombre plus important pour aller détruire l'infection bactérienne. Les polynucléaires éosinophiles, ça va être plutôt eux qui vont se développer, qui augmentent
en cas d'allergie ou d'infection parasitaire, comme une parasitose, enfin, c'est un parasite qu'on aurait dans l'intestin. Les polynucléaires basophiles, leur taux augmente en cas de réaction allergique ou de réaction infectieuse. Donc, vous voyez, bactéries, plutôt virus et allergies pour les basophiles et parasites pour les éosinophiles et allergies. Donc, on voit ce taux qui va augmenter. Les lymphocytes, c'est plutôt l'infection virale ou une maladie auto-immune. Infection virale, on pense par exemple à la grippe. On va voir notre taux de lymphocytes augmenter, globules blancs. Les monocytes, ça on les connaît bien, c'est pour deux pathologies bien connues, la mononucléose et la toxoplasmose. Mononucléose qu'on attrape autour de la vingtaine avec de la fièvre et la toxoplasmose, une maladie qui est donnée par les animaux, et plus particulièrement le chat. Voilà. Donc, si on fait une photo de la circulation sanguine, je vous ai mis des globules rouges et les globules blancs voilà, qui sont imagés en blanc. Et on va penser globules blancs en général, surtout dans l'infection où les monocytes sont augmentés, on a de la fièvre. Voilà pour les globules. Maintenant, on va passer au fer qu'on dose aussi dans la formule de numération sanguine. Le fer, et plus particulièrement la ferritine, qui est la protéine, qui va stocker pour nous dans le sang le fer. Le fer est là, utile pour l'hémoglobine, des globules rouges. Un taux de ferritine bas signifie que le fer n'est pas bien stocké et on va avoir une carence en fer et on peut être complémenté en fer, souvent c'est dosé, et on appelle ça une anémie fériprive. Donc, il nous manque en fait la protéine qui stocke l'hémoglobine et donc du coup on se retrouve en anémie fériprive. Et après, on peut avoir, et ça c'est un peu plus compliqué, un taux excessif de ferritine qui peut être, qui est une surcharge en fer qu'on appelle une hémochromatose. Ça peut être aussi trop de fer, des troubles hépatiques ou des maladies inflammatoires. Alors, un petit conseil de préventrice en santé, en fait, c'est d'aller voir quels sont les aliments qui sont riches en fer, soit pour en prendre plus ou soit pour les éviter dans le cas où on en aurait trop de fer. Donc, les aliments qui sont riches en fer, on va avoir la spiruline, le boudin noir, la viande de bœuf ou de canard, les abats, le chocolat noir, les lentilles, les haricots blancs, les céréales complètes, le thym, le basilic, le coriandre, le chia et le sésame. Voilà pour le fer. Maintenant, on va passer au bilan inflammatoire. On a essentiellement deux éléments pardon, qui vont nous permettre de dire qu'il y a une inflammation en mesurant en fait la vitesse de sédimentation et en mesurant la protéine C réactive. Alors, la vitesse de sédimentation, qui est en abrégé VS, qui correspond à la quantité de sang coagulé dans un tube au bout d'une heure ou deux. Chez la femme, c'est 3 à 4 mm et chez l'homme, c'est 1 à 10 mm. Elle permet de dire s'il y a une inflammation et si cette inflammation, elle est plutôt aiguë ou chronique et elle peut être de différentes origines. Cette inflammation, ça peut être simplement une infection pas grave, mais peut-être plus importante, un cancer ou une maladie auto-immune. Et cette VS, elle va varier en fait en fonction de l'âge, du sexe, si on est enceinte et si on prend certains médicaments. La protéine C réactive, elle est fabriquée par le foie. Son taux est inférieur à 6 mg par litre et il augmente vite en cas d'infection ou d'inflammation. Et il redescend assez rapidement et plus rapidement que la vitesse de sédimentation. Donc, quand ces deux critères sont élevés, par rapport aux valeurs de référence, on va dire il y a une inflammation ou il y a une infection. Voilà, ça vous permet de donner une idée. Et on va être plutôt rassuré si ça reste stable et correct. Voilà. VSCRP, infection, inflammation, avec l'image de différents points où on pourra avoir une infection ou une inflammation. Le ionogramme. Donc, le ionogramme,
c'est en fait, ça va nous donner la concentration d'électrolytes contenus dans le sang et il permet de contrôler les différentes fonctions, qu'elles soient rénales, digestives ou respiratoires. En plus d'un ionogramme sanguin, de mesurer en fait ces électrolytes, on peut faire un ionogramme urinaire qui va compléter en fait et vérifier surtout la fonction rénale et les surrénales, c'est ce qui est au-dessus du rein. Donc sodium, potassium, calcium, CO2, magnésium. Le ionogramme, c'est le dosage des ions, donc je viens de vous le dire, parfois associé au bicarbonate, le HCO3- dans le plasma ou le sérum. Donc ça va nous donner en fait l'équilibre qu'il y a entre l'eau et ces différents électrolytes dans l'organisme et notamment si on est bien hydraté. En fait, si on a bien tous ces ions qui sont présents et qui sont en équilibre dans l'organisme. Et cet équilibre va être assuré essentiellement par le rein qui va filtrer, mais aussi ces électrolytes par la peau, par la respiration et le système digestif. Ça peut être perturbé par différentes circonstances, notamment si on est en train de vomir, si on a de la diarrhée, ou bien des maladies plus importantes, rénales ou respiratoires, qui vont être la cause de ce déséquilibre acido-basique. Et je l'ai dit, tout ce qui est autour de l'hydratation. Donc, toutes ces situations, souvent, eh ben, en fait, on va prescrire un ionogramme sanguin, voilà, pour savoir si l'équilibre dans l'organisme est correct en électrolytes. Alors, je vous l'ai mis, vous pourrez y retourner, mais bon, je ne vais pas vous donner toutes les normes de chaque électrolyte. Quand j'étais infirmière, je les connaissais par cœur. Maintenant, je m'en souviens plus trop. Et puis bon, voilà, ça va pas apporter grand-chose, juste de savoir combien il y en a et quelle est la norme, et vous l'avez sous forme de tableau. Après les électrolytes, donc ce qui intéresse souvent, c'est le bilan lipidique. Donc tout ce qui est lipides, le cholestérol, les triglycérides. En premier, le cholestérol, qui est fabriqué par le foie et qui est apporté par l'alimentation. Donc on va avoir le taux de cholestérol total, qui est la somme entre le mauvais cholestérol, le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Je ne l'ai pas mis dans le même sens que... Et il est inférieur à 2 grammes par litre. Le LDL, le cholestérol, mauvais cholestérol, il est transporté dans le sang vers les cellules et il peut se déposer sur nos artères. Et si son taux est très important, ben en fait, il va augmenter notre risque cardiovasculaire. Donc, le taux de mauvais cholestérol doit être inférieur à 1,6 g par litre. Et le HDL, le bon cholestérol, qui lui, par contre, a un effet protecteur. Plus on a de bon cholestérol et moins on aura de dépôt de graisse sur nos artères. Et lui, il doit être supérieur à 0,4 g par litre. Voilà ce que ça fait en fait quand la graisse se dépose sur nos vaisseaux. Ça réduit le calibre et ça pourrait entraîner des risques cardiovasculaires. Donc, je vous ai dit, le bilan lipidique, ça comprend le cholestérol et ça comprend les triglycérides. Les triglycérides aussi qui sont apportés par l'alimentation, ils sont stockés dans nos cellules adipeuses, nos cellules graisseuses, et ils vont servir de réserve d'énergie de l'organisme. Le taux est inférieur à 1, la norme c'est 1,5 g par litre. Donc, lui aussi, trop de triglycérides, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et on va aussi en même temps regarder en fait comment est le sérum sanguin dans le bilan lipidique. Normalement, le sérum est clair et si on a des triglycérides, eh bien, il va devenir un peu plus opaque et un peu plus laiteux. Donc, ce qui va être le signe. Donc souvent quand on est infirmière, on prélève puis on dit: «Ah là, il y a des triglycérides» parce que l'aspect du sérum est plus opalescent et plus lactescent. Donc ce qui est recommandé, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher, la pratique d'une activité physique et une alimentation variée et équilibrée sont des facteurs qui vont nous permettre de réduire les risques de maladies cardiovasculaires.
donc une alimentation. C'est pour ça qu'on fait des actions de prévention et de promotion de la santé, avec notamment la thématique de l'activité physique et de l'alimentation que nous appelons la nutrition. Et nous avons sur notre site deux fascicules qui vont vous permettre de retrouver ces conseils qui sont intitulés Mieux manger tous les jours et mieux bouger tous les jours, site internet de la Mutualité française Occitanie. Et on va retrouver ces fascicules dans la catégorie outils et documents. Je fais un petit aparté. Prévention. Donc après les lipides, Mmh. les glucides. Oui? Une petite pause, j'ai 2 petites questions, par rapport au taux admissible pour le cholestérol. Est-ce que déjà ça peut varier avec l'âge? Et est-ce que les taux sont les mêmes pour les hommes et les femmes? Je ne l'ai pas précisé, donc je ne crois pas qu'il y ait enfin, j'ai pas retrouvé de Bah, différence chez la femme et chez l'homme, donc je pense qu'on est sur les mêmes normes. Et la première question, c'était l'âge. ah oui, c'est ça, le Non, taux, est-ce qu'il peut varier avec c'est la même chose, ouais. On va avoir les mêmes résultats. De mémoire, après, il faudrait peut-être que voilà, je viens ce qui me vient. super, merci OK, beaucoup. avec plaisir. Le bilan glycémique, la glycémie, donc c'est l'élévation de la concentration de sucre, de glucose. Le glucose, donc on a dit les cellules adipeuses qui nous donnaient de l'énergie, mais aussi le sucre, c'est la principale source d'énergie de l'organisme. Et donc on va doser la glycémie pour éventuellement diagnostiquer et surtout surveiller si on a déjà diagnostiqué un diabète. Le bilan glycémique comprend deux paramètres, le taux de glucose. Donc un taux faible, c'est l'hypoglycémie qui peut entraîner des symptômes tels que la sensation de faim excessive, transpiration, confusion, perte de conscience, tremblement, nervosité et faiblesse. Un taux élevé, c'est l'hyperglycémie. Alors souvent, les gens ont très soif, une soif excessive, envie d'aller aux toilettes, des mictions fréquentes, la fatigue, vision floue et une perte de poids inexpliquée. À long terme, l'hyperglycémie peut entraîner des dommages au niveau des vaisseaux, puisqu'en fait ça circule et le sucre bah, s'accumule. Et en s'accumulant, va entraîner des problèmes au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau des nerfs et des autres organes. Donc, c'est pas rare en fait avec un trop de glycémie trop élevé régulièrement, après d'avoir des problèmes de vue. Et ensuite, en même temps, enfin, on a dans le bilan glycémique l'autre paramètre qui est l'hémoglobine glyquée. C'est en fait le taux de sucre sur une période donnée, sur 2 3 mois. Et on va, grâce à ça, grâce à ce dosage, savoir comment le glucose est contrôlé par l'organisme et notamment par le pancréas dans le temps. Là aussi, je laisse un petit moment pour mettre les mesures de la glycémie. Donc la norme, qui est de 0,8 grammes par litre à 1. Et ça, c'est quand on est à jeun. Et si on est dans la journée, c'est entre 0,80 et 1,40 grammes par litre. Après, quand on est en phase diabétique, bah, les taux sont un peu plus élevés. Et bien sûr, dans la journée encore plus. Et le diabète, pareil, on est à 1,26 grammes et au-dessus. Et dans la journée, à 2 grammes par litre et au-dessus. Donc voilà, vous avez peut-être fait l'occasion, on peut tester sa glycémie. Et si on est, voilà, si on vous trouve un 26, on va peut-être aller vers une prescription pour vraiment vérifier s'il y a vraiment un problème glycémique et de diabète. Le bilan hépatique. Bilan hépatique, on a plusieurs dosages. Dosage d'enzymes, de protéines. Les plus facilement, dont on dit les TGO ou les ALAT, son taux augmente si on est atteint d'une hépatite A, une hépatite B ou une hépatite C. Le TGO, son taux s'élève par exemple en cas de cirrhose, d'hépatite alcoolique, mais aussi tout ce qui est affection musculaire ou cardiaque. Les GGT, qui sont présentes surtout en cas d'alcoolisme chronique. Et le PAL, c'est la complication de la lithiase de la vésicule biliaire qui se manifeste par une quantité importante de PAL,
lié à l'obstruction des voies biliaires. Donc, s'il y a un problème de vésicule biliaire, ben voilà, qu'on vous dit on va faire une prescription, il va falloir faire le PAL, c'est parce qu'on suspecte qu'il y a un problème des voies biliaires. Il y a d'autres marqueurs tels que la bilirubine ou l'albumine qui va nous permettre de connaître en fait s'il y a un problème hépatique et notamment on le dose dans la dénutrition, savoir si une personne âgée est dénutrie et on va pouvoir prescrire le dosage de la bilirubine ou de l'albumine. Et puis d'autres cas aussi où on aura une atteinte hépatique en cas de jaunisse, en cas d'ictère. En gros, le bilan hépatique. Le bilan rénal, donc, il sert à évaluer le fonctionnement des reins. Il prend en compte plusieurs éléments, la créatinine, l'urée et le débit de la filtration glomérulaire. Alors, la créatinine, c'est la dégradation de la créatine. C'est une substance qui est présente dans nos muscles. Et cette substance, elle va être éliminée par les reins et rejetée par les urines. Ensuite, on a l'urée, qui est une substance qui va être là quand les protéines alimentaires sont dégradées en déchets. Elles vont être éliminées par le rein et retrouvées dans les urines. Et donc souvent, on fait urée et créatinine en même temps. Et le débit de filtration glomérulaire, ça va donner une indication de comment le rein arrive à filtrer en 24 heures, comment il s'en débrouille et il est calculé à partir de la quantité de créatinine dans le sang. Donc, on va faire un dosage à 2 examens successifs anormaux de ces marqueurs pour être sûr qu'on est dans une pathologie rénale. Parce que c'est pas rien en fait, hein. Ensuite, au niveau cardiaque. Au niveau cardiaque, on a deux ou trois marqueurs. On a la troponine, souvent qui est, si on est hospitalisé pour un problème cardiaque, ça va être dosé. C'est la protéine du muscle cardiaque qui va être responsable de la contraction musculaire et qui va augmenter, qu'on va retrouver dans le sang s'il y a une lésion en fait du cœur, du myocarde au cœur. Donc lorsque le muscle du cœur est endommagé, et ben, cette troponine va être libérée. Sinon, on ne la retrouve pas dans le sang. Mais si on a un problème cardiaque, on va la retrouver. Et après, les BNP ou N-proBNP, ce sont les hormones cardiaques qui augmentent. Donc la production augmente au niveau du cœur lorsque la paroi de celle-ci est étirée ou lorsque le remplissage du cœur se fait difficilement. Et ça va être le témoignage de l'insuffisance cardiaque. Le cœur a du mal, donc on dit qu'il devient insuffisant. On a une insuffisance, il ne fait pas sa fonction. Et donc les BNP ou le NT-proBNP vont nous permettre de savoir ça. Mais ils peuvent être pas que pour révélateur de l'insuffisance cardiaque, il est aussi marqueur, c'est pour ça que c'est un peu complexe, dans des diagnostics d'insuffisance rénale, de diabète ou de troubles de la thyroïde. Voilà, donc j'ai mis des choses si vous voulez en savoir un peu plus sur les troubles et l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on a des symptômes qui sont réunis, on est essoufflé, on prend du poids rapidement, on a des œdèmes au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire que les jambes, elles deviennent un petit peu poteaux, des douleurs au niveau du thorax, de la fatigue et de la toux, il est important d'aller consulter un médecin ou d'appeler les urgences. Selon le niveau d'urgence et en complément de la prise de sang, on va vous faire un électrocardiogramme. On va pouvoir vous rassurer si c'est cardiaque ou pas déjà avec l'électrocardiogramme, puisqu'il va y avoir des signes en fait que vous êtes en difficulté au niveau cardiaque. Et sera sûrement complété par une échographie du cœur. Donc, important, j'ai mal dans la poitrine, je suis essoufflée, j'ai des œdèmes, je suis fatiguée et je tousse, je pense, en fait, problème cardiaque. Alors, le bilan cardiaque, il va être mis en lien avec les facteurs de risque qu'on appelle secondaires.
Et il y en a 5 sur lesquels on peut agir en fait, en amont. Donc toujours volet prévention, plus ou moins, hein, mais en tout cas, on va savoir que plus on est âgé, plus on va augmenter ce risque. Plus on vieillit, plus la pression dans les artères augmente et les artères deviennent plus dures. Elles se rigidifient avec le temps. Le sexe, la femme est plus exposée aux maladies cardiovasculaires. Elle va être plus exposée. Pourquoi? Parce qu'elle aura peut-être pris une pilule contraceptive et elle peut être exposée aussi lors de la grossesse et la ménopause. Le fait de pas, donc là les deux, on ne pouvait pas trop agir dessus. Le troisième, la sédentarité, le manque d'activité physique qui va augmenter notre risque de maladie cardiovasculaire. Les causes physiques, les autres maladies, les médicaments, certaines maladies rénales endocriniennes peuvent augmenter la pression artérielle, de même que la prise de certains médicaments. Et la prise de poids, elle est souvent augmentée par une augmentation de la pression artérielle et va peut-être entraîner une hypertension. Donc tout ça, en fait, tous ces facteurs de risque secondaires, c'est la Fédération française de cardiologie qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui va donner des informations en fait sur les leviers, quels sont nos risques, comment, enfin voilà, en fonction de l'âge, de nos pathologies, de notre vie en fait. Et donc, c'est bien de consulter tous ces petits fascicules hein, qui sont faits pour nous. Et on peut aussi avoir de l'éducation thérapeutique au niveau cardiovasculaire, justement pour nous aider à peut-être voir certains médicaments, peut-être voir des solutions qui permettraient de diminuer en fait un des facteurs de risque secondaire. Ça va? Ensuite, donc après le bilan cardiaque et les facteurs de risque. Le bilan hormonal, donc différentes hormones et notamment tout ce qui est autour de la thyroïde, la TS la TSH qui permet de repérer des troubles de la thyroïde. Un taux bas révèle une hyperthyroïdie, un taux élevé montre une hypothyroïdie. C'est exprès pour nous, voilà, c'est l'inverse. Les T4 libres, c'est un excès de thyroxine libre circulante et ça révèle plutôt l'hyperthyroïdie. Les anticorps anti-TPO, donc c'est une enzyme qui synthétise les hormones thyroïdiennes. Donc les anticorps anti-TPO s'attaquent au TPO qui entraîne la destruction de l'enzyme. Donc un taux élevé d'anticorps anti-TPO peut indiquer une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc ça, voilà aussi, on cherche autour de la thyroïde, on va vous faire ces différents dosages. TSH, T4 libre, anticorps, anti-TPO. Et puis il y a la LH, FSH et la testostérone qui vont être le témoin d'un dysfonctionnement des organes génitaux et de l'hypophyse. L'hypophyse qui étant la glande qui sécrète toutes ces hormones. Et donc souvent, LH, FSH, testostérone, c'est dosé dans le cas de recherche d'infertilité. Et enfin, le bilan sérologique, donc à savoir que depuis le 1er janvier 2022, il est possible de faire un test de dépistage du VIH sans ordonnance, pris en charge à 100% sans avancer les frais sur simple demande et sans rendez-vous dans tous les laboratoires d'analyse médicale de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de détecter cette infection sexuellement transmissible le plus tôt possible. Et donc, si on fait un dosage, enfin, on regarde s'il y a un virus, le VIH, on va pouvoir, plus vite vous allez le doser, plus vite on va se rendre compte de la contamination et en regard, on va pouvoir donner au patient, le patient pourra prendre un traitement efficace. Et du coup, si ce traitement est pris très tôt, l'espérance de vie se rapproche de celle de la population générale. Et surtout, vous évitez le risque de transmettre en fait le VIH à d'autres personnes. Donc ça diminue le taux de VIH. On peut aussi doser l'hépatite B et la syphilis, l'infection qui est très contagieuse par une bactérie
le tréponème pâle transmissible lors des rapports sexuels non protégés. Donc, il est très important de se protéger lors des rapports sexuels. Voilà pour les différents dosages. Je vais finir par l'interprétation des résultats et c'est important parce que euh, les résultats, en fait, vont peut-être être, enfin, sont influencés par le laboratoire où vous allez le faire. Donc, il est important d'aller dans le même laboratoire pour faire vos analyses. Vous en choisissez un et vous allez dans ce laboratoire faire vos prélèvements. Puisqu'en fait, ils vont avoir les mêmes normes et à chaque fois, ça va être les mêmes chiffres qui vont être comparés, les mêmes machines. Donc, c'est très important de réaliser toutes vos prises de sang dans le même laboratoire. Et chaque laboratoire, en fait, a aussi ses valeurs de référence spécifiques pour chaque analyse. Et ces valeurs de référence, bien sûr, elles sont basées sur la population en général. Et donc, du coup, nos résultats ils vont être comparés à la population générale. C'est pour ça qu'après, il faut une lecture avec le médecin traitant qui va regarder si, en fait, au fil du temps, si vous avez toujours eu ce taux très élevé, ben, pour vous, ça vous représente, c'est votre marque, mais ce n'est pas pathologique. Donc voilà, c'est vraiment important de suivre, de faire ces prises de sang dans le même labo. Donc, bonne interprétation des résultats. Il faut bien prendre en compte les unités de mesure. Des fois, si on ne le fait pas avec le même laboratoire, ils ne vont pas utiliser les mêmes unités de mesure. Donc, on ne va pas pouvoir comparer. Donc, parfois, les valeurs, elles peuvent être en milligrammes par décilitre, en millimol par litre. Donc, c'est important de regarder que le critère est le même. On, on a des milligrammes, on a des millimoles, on regarde décilitres, litres, c'est important. Vérifier les abréviations. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu aujourd'hui. Donc, d'aller chercher au fur et à mesure et puis d'incrémenter, ben, ça, je sais ce que c'est. Et puis, poser la question. Plus on connaîtra les abréviations et plus on sera à l'aise avec le bilan. Et bien agir face à des valeurs hors normes. Si certains résultats sortent des valeurs de référence, surtout ne pas paniquer. C'est d'aller voir le professionnel qui va vous rassurer, qui va vous dire eh ben, pourquoi c'est élevé et peut-être vous orienter vers tel ou tel examen plus approfondi pour aller vers un diagnostic bien plus précis. Voilà quelques exemples. Donc, les valeurs, vos valeurs à gauche et puis les valeurs de référence qui sont données à titre indicatif. Donc, je vous ai mis tout ce qu'on a vu ensemble. Je vous ai mis que le bilan hépatique, que je n'allais pas pouvoir mettre toutes les analyses, hein, parce qu'on en a vu pas mal. Et ensuite, finir par cette complexité d'interprétation, hein, parce que vous voyez, ce que ça peut, révéler une élévation de la créatinine avec en chaîne, est-ce que le rein est endommagé? On va compléter par des bilans. Donc vous voyez, c'est vraiment de la médecine. Donc, avec juste une analyse, nous, on ne peut pas, interpréter, hein, c'est assez complexe. Euh, donc, les facteurs qui influencent les résultats au moment du prélèvement, donc ben, votre physiologie, si vous êtes plutôt stressé, si vous êtes avant ou après le repas, que vous n'avez pas observé la période de jeûne, comme je disais au début, la composition de votre nourriture avant le prélèvement. Donc, si vous avez mangé beaucoup de protéines, beaucoup de sucre, forcément dans les jours qui précèdent, si vous allez faire votre analyse, ben, vous avez plus de chances que les résultats soient élevés que si vous avez une alimentation variée et équilibrée dans les jours qui ont précédé. La prise de traitements médicamenteux ou des compléments alimentaires qui peuvent faire augmenter les enzymes, la consommation de tabac, d'alcool, de café qui peut influencer la concentration en hormones, en acides, en sucre, la position du patient, le fait de passer de la position couchée à la position debout, ça peut faire varier le volume du plasma. La période du cycle, notamment chez les femmes, qui peut faire varier aussi les hormones, provoquer aussi une variation au niveau des leucocytes et une augmentation de la glycémie.
et je terminerai, par conforter ce que je viens de dire, donc quelques conseils d'hygiène de vie: manger équilibré, limiter la consommation de sel, pratiquer une activité physique au moins 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine, éviter une trop grande consommation d'alcool, avoir un bon sommeil, réduire les situations de stress et d'anxiété. Pour finir, je vais conclure par que la prise de sang, c'est un outil qui est précieux, qui nous permet d'évaluer notre santé. Mieux la comprendre, mieux comprendre les résultats va vous permettre de prendre des décisions éclairées, de faire le lien avec votre bien-être, qu'est-ce que vous avez envie pour vous. Elle peut être effectuée, la prise de sang, en cas de suspicion d'une pathologie, dans le cadre d'un traitement ou lors d'une grossesse. Il est cependant recommandé, je réponds à la question, de faire une prise de sang par an, quel que soit son âge, son état de santé, pour en fait voir où est-ce qu'on en est et avoir régulièrement cette analyse. Donc, n'hésitez pas à vous faire prescrire cette prise de sang et je vous invite à compléter mes propos par d'aller jeter un œil sur le site Amélie, notre caisse primaire d'assurance maladie, qui aussi donne des conseils sur la prise de sang. C'est quasiment la même chose, mais bon, peut-être présenté d'une manière différente. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à toi Régine pour ton intervention. Avant de terminer cette séance, j'ai quelques questions à te poser. Donc, nous allons commencer par la première. Donc, est-ce il est recommandé de faire une prise de sang avec ou sans garrot? Car, il y a eu un petit retour d'expérience dans la discussion où, ça pouvait fausser certains résultats, de le faire avec un garrot, par exemple. Ça dépend en fait, la qualité des veines, en fait, voilà. Donc, ça va être plus, de la part du préleveur, de savoir, en fait. Et si vous savez que vous n'avez pas de bonnes veines, voilà, faites en sorte, de chauffer, enfin de faire les bras, de dire laquelle est bien à prélever. Ça va faciliter et du coup éviter des hémolyses parce qu'en fait en prélevant, on peut traverser la veine, ça fait un après ça vous fait un bleu. C'est pas très agréable pour le patient, pour le préleveur. Donc voilà, on joue avec le garrot en fonction en fait de la qualité. Ça va être juste pour prélever, en fait, on va savoir, voilà. Faites-leur confiance et en fait, que chaque personne, si vous savez en fait ce qui est facilitant, bah, dites-le. Ça sera toujours ça de gagner pour l'un et l'autre. Et donc toujours dans la confiance face au professionnel, a-t-on un bras privilégié, enfin, en fonction de certaines pathologies qu'on peut avoir? Alors, alors moi j'ai appris, qu'on prélève, bah, si on est droitier, plutôt à gauche et si on est gaucher plutôt à droite. Bon, voilà, c'est parce qu'en fait, quand la coagulation va se faire, bah, c'est mieux que vous bougiez pas le bras, donc c'est pour ça qu'on dit ça. Mais après, au niveau de l'organe, à gauche, ça va pas c'est pas parce qu'il est un peu à gauche, le cœur, que ça va donner des résultats différents. Dans la circulation, en fait, c'est partout pareil. Après, ça va être, comment, la veine va cicatriser, donc on préfère prendre au pli du coude parce qu'elle est assez grosse et elle va cicatriser rapidement. Mais j'ai eu fait des prises de sang sur les mains. Bon là, ça fait plus la peau est plus fine, ça fait un peu plus mal. Mais voilà, c'est au pli du coude, ce qui était recommandé. Merci et bah, avant de clôturer, donc la dernière question, lorsque l'urée est mesurée dans les urines et ne correspond pas du coup aux protéines dans le sang, à quoi cela peut correspondre? Alors là, là on dépasse mon champ. Je pense qu'il faut explorer. En fait, on va mettre les 2 bilans, ensemble, mais là, je peux pas aller vers les pathologies, c'est pas mon cœur de métier, donc j'irai trop loin, c'est pas possible. Pour cette question-là, on conseille du coup de vous rapprocher de votre Oui, tout médecin à fait. traitant qui Mmh, mmh, pourra mmh. mieux vous répondre. Tout à Bon, fait. en tout cas, je te remercie beaucoup pour, tout ce que tu nous as transmis, ce soir et je remercie à tous pour votre participation. Au revoir.